Hello les voyageurs! Allez venez, je vous embarque sur mon nouveau jouet, cette magnifique Royal Enfield qui se trouve juste là derrière moi. Avec elle, on va aller se balader dans le massif du Donon, quelque part tout loin là-bas. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle monture et vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette marque mythique de moto. Aujourd'hui, à son guidon, nous emprunterons les chemins de traverse pour aller au plus près d'un site archéologique local, insolite et méconnu. À savoir, la encore très bien préservée voie romaine de Raon-les-Loups, l'une des chaussées antiques les plus belles de France. Je vous donnerai une multitude d'infos sur cette voie romaine et quelques conseils pour la parcourir en randonnant. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Bref, assez parlé, générique. S'il y a une marque mythique dans l'univers de la moto, c'est bien Royal Enfield. L'histoire de cette marque débute à la fin du 19e siècle au Royaume-Uni. Au départ, la firme anglaise fabriquait des pièces de fusil pour l'armée britannique. C'est d'ailleurs de là que Royal Enfield tient son célèbre slogan « Made like a gun » qui signifie « conçu comme une arme ». L'aventure des motos Royal Enfield débute à proprement parler en 1901, date de conception de sa toute première bicyclette motorisée. Mais si Royal Enfield a su se faire un nom dès les années 30 dans l'industrie moto, c'est bien grâce à son modèle emblématique, la Bullet, c'est-à-dire la balle, une autre référence au passé militaire de la marque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Royal Enfield a fourni aux forces alliées près de 55 000 motos, dont entre autres l'étonnante Flying Flea, la puce volante, un modèle pliable pouvant être rangé dans un petit conteneur pour être ensuite parachuté facilement. Malheureusement, après la guerre, Royal Enfield a connu une période difficile en termes de vente de motos. La production des mythiques Bullet a été abandonnée et le mythe s'est alors effondré. Mais en 1955, Madras Motors, un industriel indien, reprend le flambeau et sauve la marque. Les motos Royal Enfield sont de retour et n'ont pas pris une ride, bien qu'elles soient désormais produites dans l'ancien empire britannique des Indes. Fiables, robustes, faciles à entretenir, ce sont désormais les motos préférées des Indiens. Elles se transmettent de génération en génération et symbolisent encore aujourd'hui le style et la liberté. Rouler au guidon d'une Royal Enfield ravit les souvenirs des nostalgiques et vient combler les amateurs de légendes, de road trip, d'aventure et de découverte. Il y a une bonne trentaine d'années de ça, j'ai eu la chance de pouvoir chevaucher une Royal Enfield Bullet 500. À l'époque, je faisais mon service national comme objecteur de conscience à Nancy et Fred, un collègue éducateur qui avait pas mal bourlingué en Inde au guidon de la mythique moto, avait réussi à en faire importer une. Alors, on partait régulièrement à son guidon, visiter à leur domicile les patients dont on avait la charge. La grande classe, c'était vraiment trop cool. Depuis cette époque, posséder ma propre Royal Enfield à moi et pouvoir bourlinguer tranquillement à son guidon a toujours tenu une place de choix sur ma wishlist. Eh ben vous savez quoi? Aujourd'hui, ça y est, c'est fait.
Je vais maintenant pouvoir vous amener à moto sur les chemins des Vosges mosellanes, découvrir les joyaux de ma région natale. Mais avant de vous parler de la voie romaine de Raon-les-Laux, je ne peux m'empêcher de vous partager le plaisir que j'ai de vous présenter ma nouvelle monture. C'est bien évidemment une Royal Enfield, une classique 350 pour être plus précis. Avec son design intemporel tout droit sorti de la lignée des mythiques Bullet, design qui pour information n'a quasi pas bougé depuis les années 50, ma moto paraît certes vieille, mais en réalité elle est quasi neuve. Elle date d'avril 2022 et quand je l'ai achetée, elle ne totalisait que 264 km au compteur. D'ailleurs, et pour vous dire, je suis encore en rodage. Au sujet des caractéristiques techniques de ma moto, et pour ceux que ça intéresse, ma bécane coche sans souci les derniers critères pour être labellisé véhicule écolo. 63 grammes par kilomètre d'émission de CO2, elle valide toutes les normes Euro demandées. Bref, c'est une machine hyper moderne, dotée d'un moteur à injection électronique peu polluant. Un monocylindre en ligne de 4 temps de 350 cm3, refroidi par air et par huile et qui développe à peine plus de 20 chevaux. Ce n'est donc aucunement une moto de course, plutôt une grosse mobilette. Mais son moteur très coupleux, associé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, très bien étalonnée, me permet de cruiser tranquillement à 80 km/h au couple. En forçant un peu, j'atteins les 110. Vu l'usage que je veux faire de cette moto, pour moi, c'est largement suffisant. Au niveau sécurité, ma bécane ne rigole pas. Elle est pourvue de freins à disque à l'avant et à l'arrière, avec ABS s'il vous plaît, et d'un cadre tubulaire en acier à double berceau qui garantit une très bonne stabilité et une conduite relativement confortable. Sa garde au sol de 17 cm me permet de sortir aisément du bitume pour gentiment emprunter les chemins carrossables. Peut-être qu'à l'usage, j'y associerai un ski de protection de bas moteur et des pneus crantés. Pour l'instant, son équipement d'origine fait l'affaire, mais on verra bien à l'usage. En ce qui concerne l'autonomie, ma Enfield est censée être plutôt sobre puisqu'elle est donnée par le constructeur pour ne consommer que 2,5 litres au 100. C'est d'ailleurs l'une des motos les plus économiques du marché. Donc théoriquement, avec son réservoir de 13 litres, je devrais pouvoir faire un peu plus de 500 km. Et ça, quand on voyage, c'est plutôt une excellente nouvelle. Au niveau gabarit, ma bécane fait 2,15 m de long et 79 cm de large pour un poids total d'un peu moins de 210 kg avec tous les pleins faits. La selle culmine à 80 cm de hauteur. Franchement, ma moto se manipule très aisément et si vous passez plus de 20 minutes à son guidon, vous la conduirez comme un vélo. La position de conduite est très confortable, franche et tout tombe naturellement sous les mains ou les pieds. Bref, c'est hyper intuitif. Pour info, j'ai juste modifié un léger truc. J'ai relevé de 2 crans la course du sélecteur de vitesse car franchement, et sauf si vous roulez en tongs, à l'usage, on est obligé de tellement étendre son pied sous le sélecteur que ça en devient vite gênant, voire limite douloureux. Quelques tours de clé et j'ai très facilement remédié à ce souci. Je vous mets dans le descriptif de cette vidéo un lien utile pour réaliser dans les clous cette manœuvre extrêmement facile mais qui reste essentielle. Bref, pour en revenir au poids de la machine, celui-ci n'a que peu d'incidence sur les performances de la bête. Et même si vous êtes chargé de bagages ou que vous trimballez un passager, au niveau maniabilité de la machine, ça change pas grand-chose. Justement, et au niveau des éventuels bagages, j'ai volontairement viré le siège passager. Évidemment, je le garde au cas où, mais je trouve que le look vintage de ma Enfield est plus accentué sans. Je trouve qu'elle est plus belle comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Enfin bref, j'ai viré le siège passager, mais je l'ai remplacé par un porte-bagages sur lequel je pourrais venir fixer des contenants
pour embarquer une tente et un minimum de matériel de bivouac, juste le strict nécessaire, histoire de pouvoir bivouaquer peinard 1 ou 2 nuits en autonomie, lors de virées de quelques jours éloigné de ma zone de confort. Je vous ferai une petite vidéo sur la réalisation des fameux contenants. Pour finir, et pour ceux qui me l'ont demandé, la référence exacte de ma moto, c'est Royal Enfield Classic 350, édition Dark Gunmetal Grey, option jante à rayon. Et pour info, elle est proposée neuve au prix de 5 390 €. Je sais pas vous, mais moi je la trouve hyper classe, sans être trop tape à l'œil, mais qui dégage quand même quelque chose de très particulier. Bref, moi, elle me plaît énormément. Dernière info, elle est conductible avec le permis A2. Bon ben voilà, maintenant que je vous ai présenté mon fidèle destrier indien, que je vais baptiser pour l'occasion Kama, en référence au dieu hindou du désir, je vais maintenant vous parler des voies romaines, et plus particulièrement de celle de Raon-les-Loups. D'ailleurs, on arrive au col de Roulet-Bacon, le lieu-dit où débute une partie remarquablement bien conservée de la voie romaine. Construite voilà près de 2000 ans, on l'appelle dans la région le chemin d'Allemagne, car cette voie romaine ralliait jadis la Lorraine à l'Alsace et passait par le tout proche col du Donon, un haut lieu de commerce, d'échange et de culte. Ici, sur les hauteurs de Raon-les-Loups, à environ 50 mètres au nord du refuge de Roulet-Bacon, et sur presque 200 mètres, le début de la chaussée romaine est plutôt bien conservé. Même si les Romains n'ont rien inventé en termes de voies de déplacement, et que de grands axes antiques de circulation existaient déjà historiquement bien avant l'époque romaine, c'est pourtant aux légions de soldats romains qu'on attribue la réalisation de cet immense réseau routier qui, depuis Rome, parcourait l'ensemble de l'Europe. S'il est évident que ces voies commerciales permirent l'expansion économique de l'Empire romain, il ne faut pas oublier qu'elles précipitèrent aussi sa chute en facilitant les grandes invasions. Enfin bref, dès 312 avant Jésus-Christ, une première voie, la voie appienne, signale le début exponentiel du réseau routier romain qui atteindra son apogée avec plus de 150 000 km de voies répertoriées par-delà l'Empire romain. La voie antique se dégrade de plus en plus et laisse place à la végétation. Il faut donc se diriger vers la forêt pour retrouver le pavage. Et après quelques centaines de mètres, la voie romaine réapparaît comme par magie. Sur plus d'1 kilomètre, le chemin d'Allemagne est magnifiquement pavé de grosses dalles de grès des Vosges presque intactes. C'est fantastique. Sa construction était confiée aux légions romaines. Ben oui, il fallait bien occuper les soldats en temps de paix. Mais dans la réalité des faits, les voies étaient essentiellement construites par des esclaves, par les colons des propriétaires riverains et par des prisonniers. Souvent tracées en ligne droite, elles permettaient un déplacement plutôt aisé pour l'époque, pour les troupes, les chariots de marchandises et les voitures de transport de personnes. À noter que généralement, des chemins secondaires doublaient ces voies pour permettre le passage des piétons et des cavaliers. Contrairement à une idée généralement admise, les voies romaines n'obéissaient à aucun standard type, mais s'arrangeaient plutôt de la réalité du terrain. Au mieux, le profil final de la chaussée était bombé, permettant ainsi un écoulement aisé des eaux pluviales vers des fossés de drainage situés de chaque côté. Sur les côtés de la voie, on peut également remarquer la présence de petits murets de bordure qui permettaient jadis de guider les roues des chariots en les empêchant de quitter la chaussée. Des ornières creusées dans la roche tendre par l'usure des roues des chars me laissent imaginer l'intensité du trafic qu'il devait y avoir à l'époque sur cette voie romaine.
Les voies n'étaient qu'exceptionnellement pavées, sauf lorsqu'elles se situaient en pente ou qu'elles progressaient sur un sol instable. Le pavage était alors utilisé pour faciliter la progression des voyageurs. Il semble que de la terre ait pu couvrir les pavés pour en atténuer l'inconfort. Le travail des arpenteurs ne s'est pas cantonné au calcul et au jalonnement des voies. Grâce aux énormes quantités de données qu'ils ont pu recueillir, distance entre les villes, obstacles, ponts, courbes de niveau, etc., des cartographes ont pu alors coucher sur le papier les premières cartes routières. Le voyageur romain pouvait ainsi trouver de nombreuses indications sur ces cartes. Existence d'auberges relais, longueur des étapes, obstacles sur le parcours, présence de lieux remarquables, de sanctuaires. À intervalles très réguliers, et dans le but de permettre aux voyageurs de se repérer dans l'espace, les ingénieurs romains érigèrent en bordure des voies des bornes miliaires. Des colonnes cylindriques hautes de 2 à 4 mètres et de 50 à 80 cm de diamètre avec une base cubique, le tout planté dans le sol à environ 80 cm. Ces bornes miliaires correspondaient aux actuels panneaux indicateurs et étaient placées régulièrement sur les routes pour indiquer la distance à parcourir jusqu'à la prochaine étape. Les distances étaient jadis exprimées en pas. 1000 pas correspondaient à l'époque à 1,482 km. À noter que cette voie, située sur la ligne de front durant la Première Guerre mondiale, a été empruntée par l'armée allemande. En témoignent les 2 rochers gravés situés au bord de la voie. Dans un souci d'éviter que la voie fasse un maximum de détours, les ingénieurs romains avaient élaboré un ensemble d'aménagements permettant de franchir les cours d'eau, des passages à gué, des ponts en bois ou en pierre, des bacs souvent payants. En zone montagneuse, les tracés abandonnaient leur rectitude pour suivre les courbes naturelles du terrain et de nombreux endroits étaient creusés à flanc de montagne, à même la roche, pour permettre à la voie de progresser. Pour le confort des équipages et des voyageurs, l'administration romaine avait installé des stations routières le long des voies. Des haltes relais, réparties tous les 10 à 15 km, étaient utilisées pour la simple détente et le changement éventuel de monture. On trouvait aussi, tous les 30 à 50 km, des lieux d'étape bien mieux équipés et permettant éventuellement d'y passer la nuit. Une auberge pour le repas, un service d'écurie pour le repos des montures, un maréchal ferrant, voire un charron chargé de l'entretien des véhicules. Mais ces lieux avaient très mauvaise réputation et souvent les voyageurs préféraient camper à proximité. La sécurité sur ces voies était somme toute relative, et très vite, la nécessité de construire à proximité des voies romaines des fortins et des camps militaires s'est fait ressentir. Aussi, le long de la voie, les voyageurs étaient protégés par des gendarmes. Des soldats armés et spécialement dépêchés sur place par l'administration romaine pour garantir aux voyageurs de ne pas être rackettés sur la route par des malfrats. De nos jours, les choses semblent s'être inversées, puisqu'aujourd'hui, c'est au nom de l'État que les gendarmes rackettent sur les routes et à coups de procès-verbaux les honnêtes voyageurs. Les temps ont bien changé. Bref, c'était mon petit coup de gueule du jour. Le service postal, le cursus publicus,
était, avec l'armée, le principal bénéficiaire et l'utilisateur prioritaire des voies romaines. Il les utilisait pour l'acheminement rapide de messages et de nouvelles. Le système fonctionnait si bien que ces véhicules pouvaient parcourir, dans des conditions favorables, jusqu'à 75 km par jour. À titre comparatif, le même service, en 1550, ne faisait quotidiennement que 45 km au maximum. Enfin, pour le réconfort spirituel et pour être mis sous la protection des dieux, les voyageurs trouvaient régulièrement le long des voies romaines des lieux cultuels et des temples. Ils y sollicitaient Mercure, Diane ou encore des divinités locales. Ils y faisaient des offrandes, souvent monétaires, ou des sacrifices. Bon allez, je vais poursuivre ma balade antique en marchant dans les pas des légions romaines, tout en laissant vagabonder mon imagination en ce lieu surnaturel où, à ce qu'on dit, l'esprit des druides imprègne encore ces forêts majestueuses. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter et de la partager. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.